c'est vraiment choquant, c'est vraiment violent et brutal. Ils ont transformé que les agriculteurs, les éleveurs, les producteurs occidentaux à des simples ouvriers, à des simples salariés, ne pouvant même pas vivre de leur métier. Quand je dis s'ils ont transformé que les agriculteurs, les producteurs, on parle ici que des entrepreneurs. Toi qui veux aller te lancer dans le domaine agricole, est-ce que tu connais cette réalité-là? Le système a transformé que les agriculteurs à des simples ouvriers, à des simples salariés, ne pouvant même pas percevoir un salaire décent. Beaucoup sont dans le seuil de pauvreté. Pourtant, on investit massivement. Pourtant, lorsqu'on regarde de l'extérieur, c'est des personnes qui ont des plantations allant de 50, 200, 300, 400 hectares. C'est des personnes qui ont de la mécanisation en France. Je fais exprès de marquer l'accent dessus. Parce que la plupart d'entre vous pensez que si notre agriculture ne décolle pas en Afrique, c'est parce que nous ne cultivons pas sur les grandes superficies. C'est parce que nous ne sommes pas sur la mécanisation. Mais l'erreur que vous commettez, c'est que vous ne questionnez pas le système dans lequel vous vous lancez. Beaucoup ne savent pas dans quel système ils opèrent. Beaucoup ne savent même pas c'est quoi être entrepreneur, c'est quoi être commerçant. La plupart d'entre nous, nous allons justement faire le business parce qu'on veut gagner de l'argent. Mais le business répond à des codes. Le business répond à des principes. Comment est-ce que les agriculteurs occidentaux ont fait pour pouvoir en arriver là? Comment est-ce qu'on les a amenés à pouvoir aujourd'hui se retrouver à être des simples salariés, à disparaître même? Parce que s'ils n'étaient que des salariés, ça pouvait même peut-être se comprendre. Mais aller au point de les faire disparaître, de les arracher, de faire des accaparements de terre, de les déposséder de leurs outils, de faire disparaître aujourd'hui l'agriculture paysanne, l'agriculture familiale, au bénéfice aujourd'hui des grandes multinationales, au bénéfice aujourd'hui de la finance, au bénéfice aujourd'hui des grandes firmes pharmaceutiques, au bénéfice aujourd'hui des grandes firmes chimiques, au bénéfice des oligarques, au bénéfice de la finance. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Est-ce que c'est le même modèle qu'on veut reproduire aussi en Afrique? Oui, l'agriculture à la base, elle est faite pour nourrir les hommes. L'agriculture à la base, elle est nourricière. Mais l'agriculture aujourd'hui, c'est un business énorme. C'est un secteur qui brasse des centaines, pour ne pas dire des milliers de milliards de dollars. Donc c'est un business où la part des gâteaux est énorme. Et dans ce business-là, on a comme ça un groupuscule de personnes qui se sont accaparées avec la part des gâteaux et qui règnent en maître. Je répète encore, est-ce que c'est ce modèle que vous voulez qu'on reproduise en Afrique? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la faim continue encore à persister dans le monde? Alors qu'en Occident, on produit de façon intensive. On nous parle de croissance, on nous parle de productivité, on nous parle de compétitivité. Est-ce que nous pouvons être compétitifs avec ce modèle-là? Est-ce que tu as dit que tu peux aller comme toi, David, tu peux aller compétir avec Goliath? On nous parle de libre-échange, on nous parle de mondialisation. Est-ce que nous sommes vraiment équitables dans tous ces enjeux? C'est le questionnement, c'est ce que tu dois te poser lorsque tu veux te lancer en business. C'est pour ça que je te parle ici à chaque fois des jeux stratégiques, des jeux économiques, des jeux politiques, et en ce moment, tu es en train de voir ce qui est en train de se passer sur l'échiquier mondial, sur le plan économique. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Et comment est-ce que nous devons aussi surfer, profiter de cette aubaine, rectifier le tir? C'est pour ça que ici, je valorise à chaque fois la production locale. Je marque l'accent sur nos semences. Parce que la base de l'agriculture, c'est la semence. Si nous ne sommes pas au contrôle de nos semences, c'est-à-dire que c'est les autres qui vont nous contrôler. Et on dit, celui qui te donne, celui qui contrôle l'alimentation, contrôle le monde. Celui qui contrôle l'alimentation contrôle le monde.
Et je vois que cette aberration. Donc quand je dis donc ça maintenant, il faudrait donc qu'on sache vers quel modèle agricole on va. Est-ce que vous pensez que ça allait produire sur les grandes surfaces qu'on est rentable? Je continue ici à vous dire non. C'est la grosse erreur que la plupart d'entre vous faites. Et que je vois la plupart, c'est-à-dire que des coachs ou des personnes qui se sont lancées. Pour des personnes honnêtes, elles vont vous dire, depuis 5 ans, vous voyez que je viens vous relater ce que vous n'entendrez nulle part. Et les langues sont en train de se délier. Beaucoup se sont lancés sur des cultures. Des fois, c'est-à-dire que par la part de gain. Parce que c'est des cultures qui entrent rapidement, c'est-à-dire qu'en production, les cultures de 3 mois. C'est parce que c'est-à-dire que c'est... on est dans le besoin, c'est-à-dire que d'argent, on veut le gain facile, le gain rapide. Je parle ici du gain rapide. Et parce que beaucoup derrière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la peine de pouvoir analyser les enjeux. Et la plupart d'entre vous, il faut aussi qu'on le dise, vous n'êtes pas formés, vous n'êtes pas du domaine. Vous ne connaissez pas les enjeux, vous ne connaissez pas le terrain. Pire encore, que pour beaucoup d'Africains, on vous a vendu le modèle de l'agriculture comme vraiment l'orphelin, je dis comme le mouton noir. Non, l'agriculture, c'est surtout le modèle agricole que nous faisons chez nous. Aller travailler avec la houe, c'est-à-dire que ce n'est pas sexy. Aller travailler avec la houe, on ne peut pas gagner de l'argent. Ah, ce n'est pas en travaillant avec la houe qu'on pourra nourrir 2,5 milliards. On entend des commandes, on entend des discours comme ça. Mais moi, je pose la question. Les personnes qui avancent ces discours-là, il faut des fois se questionner. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt derrière? Oui, parce que je parle encore, nous sommes dans un monde non seulement de rapport de force, mais de profit, de manipulation. Vous verrez qu'on viendra toujours nous vendre la peur. Mais tout a commencé comment? Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, tu es déjà bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Ici, c'est-à-dire que je valorise et je vulgarise les produits du terroir africain. Ici, je viens te permettre d'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau, afin d'aller gagner du gros argent avec nos produits du terroir. Du gros argent qui pourra te permettre, permettre en sorte que ta famille et toi puissiez gagner de génération en génération. Du gros argent qui pourra impacter l'économie de ton pays, qui pourra impacter l'Afrique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On se doit aujourd'hui de commencer à penser long terme, de ne pas être des court-termistes, d'avoir une vision sur le long terme, d'accepter le travail. Rien ne nous viendra que facilement, rapidement et gratuitement. Et rien de bon ne vient facilement, rapidement et gratuitement. Comment nous en sommes arrivés là? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les agriculteurs occidentaux soient aujourd'hui en train de pleurer, soient aujourd'hui en train de lire, que beaucoup sont en train de disparaître? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on ne veut que nous cantonner comme ça sur une poignée, c'est-à-dire que de variétés de cultures? Lorsqu'on parle d'agriculture aujourd'hui, on parle beaucoup plus des céréales. Le maïs, le soja, le blé, le colza, le tournesol, le blanc, l'orge. Et certains grains, lorsqu'on va parler de la tomate, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver? Alors que sur le plan mondial, l'univers en termes de variétés culturelles, nous avons comme ça des milliers de variétés culturelles. Alors nous cantonner uniquement, c'est-à-dire que sur une cinquantaine, une quarantaine, une trentaine de variétés, c'est de nous réduire. Parce que si on ne va que produire le blé, le colza, le tournesol, qu'viendra-t-il du manioc, qu'viendra-t-il du macabo, qu'viendra-t-il du taro, qu'viendra-t-il de la banane plantée, qu'viendra-t-il du sorgho, du mil, de l'arachide, du niébé, du founou, de l'igname, du panier à huile, du poivre, du bitacola. Tu vois, c'est comme ça qu'on se doit de penser. Et si je le dis aussi, l'agriculture, c'est un secteur qui est souverain. C'est un secteur régalien. C'est nos États qui devraient s'occuper de ce qui concerne l'alimentation. Parce que pour un pays qui se respecte, pour un pays qui veut son autonomie,
Pour un pays qui veut dire que réunir, ce pays-là, cet État-là doit être au contrôle de son alimentation. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je continue à vous dire que les pays, les États ont perdu le contrôle, ont perdu leur souveraineté sur le plan de l'alimentation. Et vous êtes en train de le voir aujourd'hui, même sur le plan de la défense, sur le plan de la recherche, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la technologie, sur le plan de la science, au profit aujourd'hui du secteur privé et au profit des multinationales. Comment les choses ont commencé? Les choses ont commencé que dans les années 1930, aux États-Unis d'Amérique, encore les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, par souci de rentabilité, par souci de productivité, ont fait un appel d'offres, demandant à la population comme les institutions, de pouvoir améliorer la qualité des semences. Donc toute personne qui pouvait apporter une nette amélioration par rapport à la productivité se voyait décerner un brevet et une subvention. Et ce brevet lui octroyait la paternité de cette semence-là. Donc la personne pouvait mettre un nom. C'est pour ça qu'on voit les semences hybrides aujourd'hui, ont les noms. Et ce brevet était protégé pendant 17 ou 20 ans. Donc tu vois, quand tu sors ton brevet, quand tu sors une semence brevetée, l'État protège cette semence-là. Donc tu as la paternité pendant comme ça 17 ou 20 ans. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé. Les particuliers comme les institutions ont commencé à améliorer les semences. Et voilà comment l'affaire a pris l'ampleur. Et les dérives là maintenant, c'est quoi? C'est que les compagnies aujourd'hui qui produisent les semences, c'est des compagnies qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Comme je coutume à te dire, l'agriculture est que nourricière, elle sert à nourrir l'être humain avec les qualités organoleptiques, avec les qualités gustatives, avec tous les nutriments, avec tous les oligo-éléments. Parce que ce qu'on mange, c'est notre médicament. Et ce qu'on mange aussi, c'est ça qui peut nous rendre malades. Donc c'est la qualité d'aliment avec le terroir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, les compagnies sémencières, parce qu'il faut comprendre qu'on dit compagnie sémencière, quand tu entends les noms, c'est des compagnies qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. C'est des compagnies qui, à la base, c'est des compagnies chimiques. Quand tu entends les noms comme Bayer, je te laisse aller faire tes recherches. Bayer n'était pas à la base une compagnie sémencière. Bayer, à la base, c'est une compagnie chimique. Surtout qui a fait ses preuves pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle produisait les poudres à canon. Quand tu entends les noms comme Syngenta, ce n'étaient pas des compagnies elles n'ont rien à voir avec l'agriculture. C'est des compagnies chimiques. Quand tu entends que le Monsanto, c'est des compagnies qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Tu entends les compagnies comme Limagrain. Là, c'est une compagnie française. Limagrain, elle, par contre, oui, c'est les paysans et que c'est les agriculteurs qui ont monté une compagnie qui, aujourd'hui, a le monopole aussi sur les semences. Tu entends que les BASF, c'est encore américain, c'est des compagnies qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, c'était des firmes pharmaceutiques. Pendant que je te parle, tu dois te poser la question que qu'est-ce qu'une compagnie chimique qui vend les produits chimiques, qui fait de la poudre à canon? Où est le rapport avec les semences, avec le vivant? Tu vois, ils viennent donc aussi se lancer dans le segment de la production des semences. Tu penses que leur intérêt là-dedans, c'est quoi? Leur intérêt dedans, c'est ils marquent plutôt l'accent maintenant sur la productivité, sur le haut rendement, au détriment de la qualité, au détriment de la qualité de la culture. Donc c'est pour ça que tu entends aujourd'hui parler des plantes hybrides, des semences améliorées, tu entends parler des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés. Donc on est toujours en train de nous dire, cette fois-ci, qu'on va produire des semences qui vont venir, qui vont lutter contre les germes,
lutter contre, qui sont résistants aux GM, résistants aux maladies, résistants à la sécheresse, donnant un fort taux de rendement. Donc tu vois, c'est comme ça qu'aujourd'hui, que ces films-là que j'ai cités ont le monopole, c'est-à-dire que sur plus de 60% des semences mondiales. Donc dis-moi, une firme chimique qui produit les semences, qu'est-ce qu'elle fait? Dans sa production de semences, elle favorise aussi que la vente des produits chimiques. C'est pour ça que pour pouvoir aller faire les céréales, tu es obligé de mettre de l'engrais, tu es obligé de mettre les produits phytosanitaires, mettre de l'herbicide, mettre des fongicides, mettre des nématicides, mettre des raticides. Tu vois, un peu le combo. Et c'est ça qui fait en sorte qu'au niveau de la production, ça devient que ça pèse lourd. Si c'était que ça, il y a la finance aussi qui vient s'arrimer. Tu as des compagnies comme BlackRock, tu as des compagnies comme des institutions financières comme BlackRock, des institutions financières comme JP Morgan. Tu vois que c'est la finance qui contrôle aussi maintenant le game. C'est les investisseurs qui contrôlent le game parce que les investisseurs là, viennent acheter ces compagnies et contrôlent maintenant le game. Tu vas me demander, mais comment se fait-il que les agriculteurs disparaissent? Les agriculteurs disparaissent pourquoi? Parce que ces grandes firmes-là, détenant des capitaux, c'est-à-dire qu'à hauteur de plusieurs, c'est-à-dire que centaines de milliards de dollars, plusieurs centaines de milliers de milliards de dollars, ils pèsent sur le game. Donc ces mêmes firmes-là viennent aussi maintenant acheter les terres agricoles. Imagine que Monsanto qui vient, Monsanto fait des bénéfices par an de plus de 20 milliards de dollars. Quand Monsanto vient dans une commune ou vient dans un pays, quel est le chef d'État qui peut, ou quel est le dirigeant qui peut lui refuser les faveurs? Monsanto, la compagnie, elle se peut acheter comme ça plus de 50 000 hectares, plus de 100 000 hectares, plus de 200 000 hectares. Lorsqu'elle vient acheter 200 000 hectares dans un pays ou dans une commune, qu'est-ce qui se passe? Dans la commune dans laquelle ils se sont installés, les terres deviennent maintenant rares. Si une seule personne prend 200 000 hectares, dis-moi, c'est-à-dire que les petits producteurs, les petits agriculteurs ou les jeunes qui veulent s'installer, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'installer? Ils ne pourront pas s'installer parce que le prix du mètre carré va coûter très cher. Je ne sais pas si tu vois un peu les enjeux. Si Monsanto s'installe, le prix du mètre carré va coûter cher parce que si le mètre carré se vend, par exemple, je prends un exemple comme ça, à 50 francs, Monsanto est capable de venir positionner, de venir dire je prends le mètre carré à 2000. C'est un exemple que je prends. Et c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Monsanto va dire je prends le mètre carré à 2000. Sachant qu'à 50 francs déjà, c'était difficile que pour les petits producteurs, pour les jeunes, pour les familles. Monsanto vient proposer 2000. Ça veut dire qu'ils viennent détruire tout le monde. Toi, tu as dit que le maire qui gère la commune, ou le propriétaire, qui, voyant au fil des années que son business ne marche pas, fait quoi? Va brader à cette compagnie. Alors que normalement, tu as dit que Monsanto n'a pas le droit, que ces compagnies n'ont pas le droit d'acheter les tests. Comprends très bien. Parce qu'ils ne sont pas les agriculteurs. Parce qu'ici en Occident, il faut être agriculteur pour avoir les terres. Mais comment est-ce qu'ils font? Par un tour de passe-passe, ils vont créer des compagnies comme ça, de gestion de terres. S'il y a des compagnies de gestion de terres agricoles. Donc, par les biais des fois, c'est-à-dire que des sociétés écrans, ils vont acheter, ces compagnies-là pour gérer les terres. Quand tu as une compagnie maintenant de gestion de terres, tu peux facilement t'acheter les terres. C'est comme ça qu'ils achètent les terres. C'est comme ça que vous voyez des personnes comme Bill Gates avoir 93 000 hectares. Ted Turner, le propriétaire de CNN, il a 700 000 hectares. Vous avez des familles comme ça qui ont 1 million d'hectares. Vous avez des compagnies qui ont plus de 100 000, plus de 200 000, plus d'1 million d'hectares, au détriment de l'agriculture familiale. Quand c'est donc comme ça,
comment est-ce que l'agriculture familiale peut s'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas acheter les terres. Pourquoi? Comme je dis, parce que c'est cher. Parce que c'est-à-dire que l'activité n'est même plus rentable. Pour pouvoir, c'est-à-dire que, intégrer, pour pouvoir commencer, il faut commencer avec 1 million d'euros. Acheter le matériel agricole, acheter les tracteurs, acheter la mécanisation, acheter la moissonneuse-batteuse, construire les silos, construire les magasins, construire les bâtiments. Un minimum d'1 million. Comment tu fais donc pour pouvoir t'en sortir là derrière? Tu vois que voilà comment ils ont fait pour pouvoir, enfin, d'amener les agriculteurs à la surproductivité, où derrière, les agriculteurs ne s'en sortent pas. Parce qu'ils passent le temps à payer le crédit. Ils prennent des crédits sur plus de 30 ans, où derrière, ils n'arrivent pas à rembourser les dettes. Donc, ils ont mis un mécanisme. Finalement, l'agriculteur n'est que le salarié, n'est qu'un salarié là maintenant. Et comment le mécanisme marche? J'ai parlé que des compagnies sémencières, j'ai parlé que des institutions financières, j'ai parlé que des banques. Je te parle maintenant de l'agro-industrie. Donc l'agro-industrie aussi. L'agro-industrie, c'est quoi? C'est des compagnies comme Carrefour, Auchan, ED, Lidl, Attaque, toutes ces compagnies-là. Eux aussi, ils vont acheter les terres agricoles. Parce que quand ils savent que c'est les céréales qui mangent, quand ils savent que c'est les céréales qui fonctionnent, ils font quoi? Ils vont acheter les terres aussi pour venir faire de la concurrence déloyale aux petits producteurs. Faire de la concurrence déloyale aux producteurs pour produire eux-mêmes, c'est-à-dire que leurs céréales, dont le maïs, le blanc, le colza, le tournesol, qui vont transformer afin de pouvoir, c'est-à-dire que vendre sur leur étal. Donc non seulement, c'est-à-dire que les producteurs produisent, mais ils n'ont pas le contrôle, c'est-à-dire que sur le prix. Parce que ceux qui ont le contrôle sur le prix, c'est les grands groupes agro-industriels de la transformation et de la distribution. Et dans ce chemin, c'est-à-dire que machiavélique, c'est que ces grandes firmes-là, compagnies sémencières, compagnies de l'agro-industrie, de la transformation et de la distribution, donc par leur tour de passe-passe, ils vont acheter les terres. Qu'est-ce qu'ils font? Comme eux, ils ne sont pas des agriculteurs, comme eux, ils ne produisent pas, ils vont faire donc quoi? Ils vont louer les terres. Ils vont louer les terres aux producteurs, mais avec des conditions. Parce qu'ici en Europe, il y a ce qu'on appelle le fermage. Le fermage a été mis depuis la nuit des temps par les États afin de pouvoir réguler, c'est-à-dire le foncier, afin de pouvoir permettre l'installation, c'est-à-dire que des agriculteurs, pour que les agriculteurs puissent s'installer facilement et que la terre soit moins chère. Et que l'agriculteur ait le choix, c'est-à-dire que sur les cultures. Puisque l'agriculture, c'est un business qui est sur le long terme, pour que l'agriculteur puisse se projeter sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on fait, avec le fermage, on fait des bails, des locations de terre à durée longue. Donc un agriculteur peut venir louer le terrain pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Puisque l'agriculture, c'est un business qui est sur le long terme. Mais ces grands groupes-là sont venus casser ce système-là. Quand eux, ils achètent la terre, ils font des bails de court cycle. Ils imposent les cultures. Ils demandent aux agriculteurs de produire uniquement les céréales. Puisque les céréales sont les cultures de court cycle qui vont sur 3 mois. Et ils imposent les cultures parce qu'ils imposent des cultures qui sont bénéfiques à leur business, pas au business de l'agriculteur. Donc le fermier, l'agriculteur va aller produire plutôt les céréales, le maïs, le colza, le tournesol, parce que c'est ce que le grand groupe impose. Et le grand groupe viendra imposer le prix. Voilà comment l'agriculteur, qui est un entrepreneur, qui a investi des millions, devient un salarié, un ouvrier. Et quand il n'est pas content, le grand groupe continue à s'étendre, à acheter les terres. Et voilà comment l'agriculture familiale, l'agriculture familiale disparaît. Le slogan, c'est « Agrandis-toi, sinon tu disparais ». Donc, tu vois, c'est par ce mécanisme-là. Et moi, je pose la question, c'est ça que vous voulez ramener en Afrique?
où on va nous imposer telles que les cultures qu'on doit produire, où on va nous limiter sur le plan de la diversité. C'est ça vraiment que vous voulez qu'on amène en Afrique. Donc voilà comment on produit, donc voilà comment les agriculteurs sont transformés en salariés. Voilà comment tu as dit qu'on est en train de faire disparaître les agriculteurs. Il y a 20 ans, ils étaient 30% à posséder les terres. Aujourd'hui, ils sont 1,5% à posséder les terres agricoles. Et ils sont en train de disparaître. Au détriment aujourd'hui de la surproductivité, au détriment aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle, avec les cultures comme les céréales, ben, l'humain va disparaître. C'est les robots qui vont commencer à travailler. Donc, quand je dis même ici robot, la mécanique. Parce qu'aujourd'hui, au travers des satellites, pour un champ de maïs, pour un champ de colza, pour un champ de tournesol, pour un champ de blond, puisque c'est la monoculture, on peut dire qu'à travers les satellites, programmer que des tracteurs qui viennent faire le travail. Ils suivent uniquement que le réseau. Avec l'informatique, c'est possible. Donc, comment faire pour contrecarrer tout ça? C'est de valoriser et vulgariser nos produits du terroir. C'est de diversifier nos cultures. C'est pour ça que je parle de diversification. Donc, tu vois que si on avait laissé les agriculteurs occidentaux à faire le choix de leur culture, ils seraient en train de diversifier. Ils ne seraient pas uniquement en train de faire le maïs, ou uniquement à faire le soja, ou uniquement en train de faire le blé. Il va diversifier afin de pouvoir avoir les ressources. C'est de comprendre ici qu'on ne gagne pas l'argent parce qu'on est sur la grande superficie. On gagne de l'argent par rapport au choix de la culture, par rapport au rendement de la culture à l'hectare, par rapport à la rentabilité de la culture à l'hectare. Et en ce qui concerne nos cultures, le manioc, le macabo, le taro, l'igname, la banane plantain, le sorgho, le mil, en termes de rendement à l'hectare, c'est immense. C'est immense. Et ce que je suis en train de dire là, plusieurs d'entre vous êtes en train de voir, sans compter l'effet du réchauffement climatique, sans compter l'effet de la crise énergétique. Parce que ce système d'agriculture intensive, mécanisée sur la monoculture, c'est énergivore. Ça demande beaucoup d'intrants chimiques, ça demande beaucoup d'engrais, ça demande beaucoup d'eau, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande du gaz. Pour aller chauffer, c'est-à-dire que le maïs, on ne chauffe pas le maïs au soleil, c'est avec le gaz. Et ça demande beaucoup d'argent. Ce que nous, en Afrique, nous ne pouvons pas faire. Ceux qui ont essayé de le faire se cassent la gueule. Ceux qui ont essayé d'aller produire de façon intensive, mécanisée, se cassent la gueule. Maintenant, nous, en Afrique, comment est-ce que vous allez aller entreprendre en Afrique? Je vois beaucoup qui viennent ici dire, bon, on veut aller faire en sorte que l'Afrique soit émergente. On va aller développer l'Afrique. On va aller impacter l'Afrique. C'est ce modèle que vous voulez amener en Afrique. Vous voulez aller impacter l'Afrique en venant transformer, c'est-à-dire que vos semblables à des esclaves, à des pauvres, en venant déposséder de vos parents leur terre. Parce que nous sommes, c'est-à-dire que nous en sommes là, en Afrique. Est-ce que vous savez les tensions qui sont sur le foncier? Est-ce que vous savez que ce que les paysans vivent, ce que les agriculteurs, les personnes qui sont dans l'arrière-pays vivent? Par le fait que les personnes veulent venir faire que les 500 hectares de maïs, ou qui viennent, ou les grands groupes agro-industriels qui viennent faire les accaparements de terre de 20 000 hectares, de 75 000 hectares, au détriment, c'est-à-dire que de la production, c'est-à-dire que locale, au détriment des agriculteurs, de l'agriculture familiale. Est-ce que vous savez les tensions? Et on va se poser la question que, mais pourquoi t'as dit que nous ne sommes pas souverains sur le plan alimentaire? Pourquoi nous ne sommes pas... On se doit, que nos États se doivent de réguler ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, les États n'ont pas le contrôle parce que ces compagnies-là sont plus puissantes que les États. Ces compagnies-là ont des puissants lobbying. Ces compagnies ont des adroits de plusieurs centaines de millions de dollars uniquement pour le lobbying, uniquement pour venir corrompre les législateurs, afin de pouvoir continuer à faire fonctionner leur business. Mais retenez une chose, si vous allez choisir un modèle d'agriculture, vous ne serez que des salariés et vous serez appelés à disparaître. Parce qu'aller produire le maïs, le soja, le colza, le tournesol en Afrique, avec le modèle occidental, vous n'allez jamais vous en sortir. Voilà encore que le conflit qui est là, qui est la guerre commerciale, la compétitivité,
le libre-échange, l'économie circulaire. Comment tu vas faire, toi, en Afrique, pour pouvoir être compétitif? Parce qu'ici, en Occident, les États ont essayé d'apporter les avantages. En subventionnant l'agriculture, c'est parce qu'il y a la PAC qu'on appelle la politique agricole commune, qui subventionne l'agriculture par rapport à la superficie. C'est pour ça que la finance est allée dedans. Parce qu'ils ont ferré le coup. Vous avez les grands groupes agro-industriels qui ont des subventions de plus de 10 millions d'euros par an. Vous avez la famille royale d'Angleterre qui a les plus grandes terres agricoles en Europe, qui sont subventionnées. Mais maintenant, cette subvention-là, ces compagnies qui viennent par les tours de passe-passe obtenir les terres agricoles, elles perçoivent la subvention, mais lorsqu'elles louent les terres agricoles aux producteurs, aux agriculteurs, les agriculteurs n'ont pas de subvention. Je ne sais pas si tu vois un peu la supercherie derrière. C'est les États ici qui ont fait tel que le plan Marshall, qui ont vraiment étudié le modèle de l'agriculture, qui sont allés tel que là, terrasser abattre les arbres, à planifier les sols, faire la recherche sur les semences, faire la recherche sur la technologie, faire la recherche sur la science, afin de pouvoir avoir une certaine souveraineté sur le plan alimentaire. Chez nous en Afrique, on n'a pas encore fait ça. Toi, tu vas aller faire 200 hectares. Qui c'est qui va te donner 200 hectares? 200 hectares, c'est dans le domaine de l'État. C'est le chef d'État qui doit mettre sa signature. Qui va te donner 200 hectares? Qui va te donner 1 million d'euros pour commencer? Admettons même que tu puisses les avoir. Tu penses que tu pourrais être compétitif face à l'Europe, face à la Chine, face à l'Asie, face aux Amériques? Tu n'es pas en train de voir le conflit qui est en ce moment? Est-ce que nous produisons les semences? Est-ce que nous avons la mécanisation? Est-ce que nous avons la technologie qui va avec? Et nous sommes aujourd'hui dans un monde de rapport de force. Les matières premières énergétiques, c'est nous qui les avons. Le jour où on ne veut pas donner, on te bloque avec ça. Tu n'es pas en train de voir le rapport de force qui se fait en ce moment? Quand Donald Trump se lève, il dit « Je veux le Groenland. » Parce que le Groenland a dit « Voilà, je veux ça. » Je suis en train de voir la Chine et la Russie avec leur bateau, c'est-à-dire que c'est une menace pour nous. C'est une menace mondiale. Quand il dit menace, c'est quoi? C'est sur le plan commercial. Et il dit, oh, je viens me prendre ça, peu importe les moyens. C'est ça le rapport de force. Il dit, c'est nous qui vous finançons, c'est nous qui sécurisons les lieux. Quand Donald Trump dit là aujourd'hui qu'il veut 500 milliards de terres pour stopper la guerre en Ukraine, il fait quoi? C'est le rapport de force. Il dit, c'est nous qui avons mis 350 milliards de dollars pour vous aider. C'est ça ou rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je retire l'aide militaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer là maintenant? C'est ça le rapport de force. L'Europe, Donald Trump a dit, il tourne le dos à l'Europe. Leurs partenaires, leurs alliés de plus de 200 ans. Le monde, c'est un monde de rapport de force. Le monde, c'est un monde d'intérêt, de profit. Et on est là pour nous vendre la peur à chaque fois pour nous vendre les choses. Ah, cette semence-là, cette fois-ci, c'est ça qui vient sauver le climat. C'est ça. Mais on a vu qu'avec ces semences-là, tu ne peux pas les reconduire. Ces semences-là, ils ont ramené ça en Afrique, des semences OGM. Ça vient modifier nos sols. Ça vient tuer la biodiversité. Ça vient stériliser nos semences paysannes. Et on devient dépendant de ça. Et c'est comme ça qu'on crée des salariés, des agriculteurs pauvres et des agriculteurs qui vont disparaître au profit des grandes firmes, au profit du secteur privé et au profit des multinationales. Voilà mon plaidoyer. Ne va plus faire l'agriculture comme un bleu. Ne va pas dire que je ne t'avais pas dit. Si c'est l'argent que tu veux gagner, je t'ai dit 1 hectare de poivrier, c'est 130 millions au pays. C'est 1 200 000 euros en Occident. Sur 1 hectare. 1 hectare est plus rentable que 100 hectares de céréales. Tu le savais? Tu le savais depuis, je te le dis. Qui te dit ça sur les réseaux? Beaucoup qui viennent parler ne sont pas les agriculteurs, ne connaissent pas les problématiques. Pour ceux qui sont en Afrique, ne connaissent même pas les réalités ici en Occident. Moi, depuis 5 ans, je te donne les réalités et tu es en train de voir les réalités de tes propres yeux, les agriculteurs occidentaux qui grèvent, les agriculteurs occidentaux qui disent qu'ils ne s'en sortent pas, les agriculteurs occidentaux qui disent qu'ils veulent uniquement vivre de leur métier. Ils ne veulent même plus ces aides qui sont trompe-œil. Ils veulent vivre de leur métier. Et vous voulez t'aider qu'à aller intégrer, refaire la même chose? Non. Le business, ça demande d'être rationnel. Ça demande d'être
Ça demande la raison. Ça demande de se questionner. Mais vous voyez, nous, on va avec les émotions. On ne va pas t'aller qu'aller cultiver avec la houe. Ce n'est pas t'aller qu'avec la houe qu'on pourra nourrir. Mais depuis qu'on dit donc ça, pourquoi nous ne sommes pas en train de faire des agricultures industrielles? Pourquoi les personnes ne sont pas sur 2000 hectares? Pourquoi les personnes ne s'en sortent pas? Parce que ce n'est pas l'effet d'avoir essayé. Pour les courageux qui ont essayé d'aller faire le modèle industriel, ils sont heurtés à quoi? À la dure réalité du terrain, qui est que nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique, que nous ne sommes pas autonomes sur le plan des semences, nous ne sommes pas autonomes sur le plan des infrastructures. Parce que lorsque tu vas lancer une usine, moi j'ai vu encore notre frère Seydou Keïta du Mali, qui est allé lancer une usine de transformation avec des dépenses de plus de 14 milliards, où il a pensé à tout, il a mis le panneau solaire, il a mis tout. Là, dans son usine, il allait transformer il y avait 3 chaînes. Production de l'huile de coton, production de l'huile de soja, production de beurre de karité, transformation de plastique. Mais je continue à répéter, c'est bien de mettre l'usine, mais est-ce que les choses ont été pensées en amont? Parce que des trucs comme ça, si le gouvernement ne te soutient pas, ça ne peut pas aller. Et que si nous n'avons pas l'autonomie sur la matière première, parce que c'est nous que tu as mis l'usine, il ne produit pas le coton, il ne produit pas le soja, il ne produit pas le beurre de karité. Mais et que nous sommes aujourd'hui dans un monde fluctuant. Nous sommes dans un monde aujourd'hui d'incertitude. Nous sommes dans un monde, il suffit uniquement qu'un chef d'État ou qui ait un événement, comme là, le réchauffement climatique, la sécheresse, comme là maintenant les crises qui sont là, l'économie change. Les producteurs de soja ne vont pas avoir les semences, ou les producteurs de soja, les intrants qui sont l'engrais, l'herbicide, les pesticides, la main-d'œuvre, le pétrole, va coûter cher. Certains vont aller produire, le rendement ne sera pas là, vont augmenter le prix. C'est lui qui est à lui là-dessus. Comment il fait? Comment il est rentable avec son usine de 14 milliards? Et au final, à combien il va mettre le prix? Il en est là. Aujourd'hui, il est en train de... Il met les mains sur la tête. Il doute de son investissement. Beaucoup se plaignent. Le consommateur final se plaint que l'huile, au final, que c'est lui qui est mis sur le marché, est très cher. Et c'est lui qui est à lui d'expliquer que c'est le gouvernement qui a homologué les prix à 9 000 francs le bidon. Qu'en homologuant même les prix à 9 000 francs le bidon, il ne s'en sort pas. C'est ce que je vous dis ici, les réalités du terrain. Les réalités du terrain. Les consommateurs tels que maliens sont en train de dire aujourd'hui que c'est lui qui est en train de les flouer, c'est lui qui est en train de s'enrichir sur le dos. Mais c'est lui qui t'a dit qu'il est venu faire un acte militant, un acte patriotique. Son intérêt n'était pas ici de venir s'enrichir sur le dos des Maliens. Et qu'il a eu des faveurs, c'est-à-dire qu'ailleurs, facilité de taxes, facilité exonération d'impôts, beaucoup de facilités, mais il a préféré venir mettre au Mali. C'est ça les réalités du terrain. Voilà les réalités du terrain. Et voilà comment un investissement de plus de 14 milliards peut aller dans l'eau. C'est du pratico-pratique. Ce n'est pas ici, c'est-à-dire que les émotions ou... Non. Il y a une réalité. Le business répond à une réalité. Le business répond à une idéologie. On ne peut pas te dire... Nous sommes là dans une idéologie capitaliste. Tu ne peux pas aller dire que je vais aller développer l'Afrique. Je vais aller enrichir mes frères. Et tu viens pratiquer la même politique prédatrice comme les Occidentaux. Et en disant que tu es panafricain, tu es kémite, tu viens. Il faudrait qu'on comprenne. Le but aujourd'hui, ce n'est plus le gigantisme, c'est de pouvoir favoriser aujourd'hui l'agriculture paysanne. C'est de pouvoir favoriser les petites surfaces. Qu'on travaille sur des surfaces à taille humaine. 20 hectares, pas plus. Pourquoi tu as dit voilà, on occupe le plus possible de personnes. On s'est 2,5 milliards en 2014. Comment est-ce qu'on va occuper les bras? Voilà, tu as dit que Elon Musk, qui est en train d'annoncer que les robots, tu as dit quoi? Les robots qui viendront remplacer les hommes. Vous voulez aujourd'hui que c'est les robots qui travaillent à la place des humains? Où est-ce qu'on mettra nos humains? Voilà les jeunes qui traversent la Méditerranée tous les jours pour venir en Occident. Comment est-ce qu'on fait pour occuper les bras?
Est-ce que le but ici, c'est de transformer les personnes en esclaves, de transformer les personnes en salariés pauvres? Est-ce que le but, c'est de venir déposséder des terres aux familles? Parce que si vous ne le vivez pas, nous le vivons. Nous qui sommes dans les bassins agricoles, on le vit. Ma région, qui est le Mungo, nous le vivons. Nous avons des compagnies comme ça, des multinationales, qui sont venues prendre des terres, des centaines de milliers d'hectares, au détriment de la population locale. On fait comment? On va où? Et on va se poser la question que de plus en plus de jeunes vont faire le moto-taxi, de plus en plus de jeunes vont aller faire les call-box, de plus en plus de jeunes vont aller sont dans la fémania, sont dans le broutage. Oui, parce qu'aujourd'hui, la terre que les ancêtres ont pu, c'est-à-dire que comme ça, c'est-à-dire que entretenir, donner de génération en génération, aujourd'hui, cette terre-là est arrachée, et par les multinationales, et oui aussi, par les locaux, par les autorités, par l'élite, par les élites. Et c'est pour ça que nous avons les zones rurales, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent en ville, et de plus en plus de jeunes qui veulent sortir du pays. Parce que c'est-à-dire que le bien que les parents avaient pensé transmettre aux enfants, ces biens-là qui sont spoliés aujourd'hui, on a des villages comme ça qui disparaissent au détriment ou à la faveur des multinationales ou à la faveur de certaines élites. Il faut que ça change. La richesse, ça doit se quantifier par le PIB, c'est-à-dire par habitant. Et la richesse, c'est la terre. La première richesse, c'est la terre et les hommes. La plus grande richesse, la première richesse, c'est la terre et les hommes. Et avec la terre, on peut tout faire. Et avec les hommes, aujourd'hui, penser des personnes bien formées, on peut s'enrichir. Tu vas me faire le manioc, tu vas me faire le macabo, tu me diversifies sur un hectare. Je t'ai donné, partager des stratégies. Sur un hectare, tu diversifies tes cultures. Viens me dire comment tu peux jouer. Mais pour cela, il va falloir que tu te formes. Pour cela, il va falloir que tu suives les personnes qui l'amènent dans le cambouis. Pas des personnes qui racontent, des personnes qui viennent vous vendre, c'est-à-dire que les émotions. Tout ce que je dis ici se vérifie. Je t'ai parlé du manioc, aujourd'hui c'est la tendance. Je t'ai parlé d'aller faire la poule locale, c'est la tendance. D'aller faire le force. Tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que d'énormément de capitaux pour commencer. Tu peux commencer modestement, mais avoir une vision de l'âge. Et je viens te dire ici que le business, ça n'a rien à voir avec ton intelligence. Dépose-moi tes diplômes. Dépose-moi le fait que tu es intelligent. Ça n'a rien à voir. Le business, ça peut être une question de stratégie. Le business, c'est le courage. Le business, il faut aimer ce que tu vas aller faire. Le business, surtout au pays, je parle ici d'entrepreneuriat. C'est du patriotisme. C'est le comportement parce que il y aura des coups. Il y aura des difficultés. Mais il va falloir que tu tiennes. Il va falloir que tu saches pourquoi tu vas les faire. Et comprendre que entreprendre, c'est-à-dire que c'est sur le long terme. Et dans le domaine agricole encore, c'est sur le long terme. C'est pour ça que je te demande d'aller faire le bitacola, d'aller faire le njansan, d'aller faire des cultures comme le poivrier. C'est des cultures sur le long terme. Toi qui es ici de la diaspora, ne cours pas. Vous allez aller faire des trucs de one-shot, élevage de poulet de chair. Si je n'étais pas venu décrier ça ici, combien de personnes gagnent les millions? Combien sont milliardaires? C'est les business de pauvreté en fait. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. Voilà ce que je voulais partager. Et j'espère qu'avec ceci, que tu es outillé. Si tu n'es pas maîtrisé, revois la vidéo plusieurs fois ou reviens vers moi afin que je puisse t'expliquer. Reviens vers moi afin que je puisse t'expliquer. Mais notre souveraineté alimentaire ne va que se faire par nous-mêmes. Et ça ne va que se faire que par la production locale. Parce qu'on est en train de valoriser et vulgariser les productions locales et valoriser et vulgariser le terroir. Ça va se passer parce que on veut être au contrôle de notre alimentation. Et si nous ne sommes pas au contrôle de notre alimentation, ben c'est les autres qui vont nous contrôler. Voilà mon plaidoyer. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Je t'attends aussi dans les commentaires. Donne-moi ton avis afin que ça puisse édifier aussi la communauté. Sur ce, comme tu m'as dit, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.